Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin, comme vous le savez, et donc c'est la journée européenne de la myasthénie. Donc cette journée, elle a été créée en 2023 à l'initiative de la coalition All United for MJ. Et donc c'est une coalition qui a rassemblé les associations de patients de plusieurs pays. Donc c'est une journée en fait qui est destinée à rendre visible cette maladie qui bien souvent ne l'est pas. C'est une journée pour mieux comprendre, mieux se faire entendre et ne pas se sentir seul. Cette journée entre en résonance avec un événement qui se déroule cette semaine et qui se termine dimanche. C'est la semaine du muscle. Si vous voulez plus d'informations sur cette semaine du muscle, vous pourrez aller visiter le site qui s'appelle lemuscle.fr. Donc c'est la première fois, et nous l'espérons ce n'est pas la dernière, que le groupe d'intérêt myasthénie de l'AFM Téléthon et l'association AMI se mobilisent ensemble à l'occasion de cette journée européenne de la myasthénie. Et Pierre Boulanger et moi, nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment. Le thème que nous avons choisi concerne un sujet qui revient très souvent dans vos questions, l'activité physique et l'exercice dans la myasthénie. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quel rythme, comment dépasser les obstacles. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir donc Simone Birnbaum, qui est kiné-chercheuse et qui travaille depuis plusieurs années sur ces sujets et qui a notamment coordonné une étude sur les barrières et les facilitateurs à la pratique de l'exercice physique. Et donc c'est vraiment le point de vue du patient. Nous allons aussi écouter des parcours inspirants, celui de Maïté qui a relevé le défi d'une marche sur les chemins de Compostelle et celui de Charlotte, à l'origine d'un projet de marche solidaire qui aura lieu dimanche prochain et donc elle viendra nous présenter. Donc tout ça, ce sont des parcours très différents, mais il y a vraiment un même message à chaque fois, c'est avancer avec la myasthénie pas à pas. Voilà, donc je vais vous proposer de commencer avec Maïté. Alors, bonjour Maïté. Donc, je te Bonjour. remercie beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Donc, peux-tu nous parler en fait de l'expérience que tu as vécue donc en 2024? De quoi s'agissait-il exactement? Bonjour à tous, je suis Maïté de Toulouse. J'ai une myasthénie depuis 47 ans et je suis très motivée pour marcher. Donc, j'ai pu participer à ce chemin de Santiago autrement, grâce à l'association AMES, Association myasthénique espagnole. Et elle faisait la première fois l'ouverture à l'Europe. Donc, nous étions 5 Européennes, 2 Polonaises, une Bulgare, une Grecque et moi-même française. Le groupe était composé de 24 personnes, 16 malades, 2 proches des malades et 4 encadrantes et organisatrices. Avez-vous préparé, vous êtes-vous préparé avant l'exercice? Vous aviez des consignes? Oui, alors on nous avait envoyé un peu plus de 2 mois avant une liste à préparer de tout ce qu'il fallait amener, mais surtout à s'entraîner à marcher 1 à 2 heures par jour avec les chaussures pour bien les faire. Et on nous a demandé aussi une condition physique, c'est-à-dire une myasthénie d'au moins 7 ans et bien équilibrée. Ah bien. Alors, tu peux nous parler donc de ce parcours qu'on voit un petit peu sur la diapositive? Alors, le but était de faire 70 kilomètres en 5 jours de marche. Le premier jour, c'est l'arrivée à Santiago à 18 heures. On avait rendez-vous devant la gare de Santiago et un bus nous a pris à ce point-là et nous a amenés au point du départ des étapes à 70 kilomètres en arrière. Très bien. Les étapes étaient de 10 à 19. Ah oui, ça s'appelait Palas del Rey, excusez-moi. Les étapes étaient de 10 à 19 kilomètres selon les jours et la marche entre 5 et 6 heures par jour. Alors, on Ouais. partait le matin à 8 heures, on marchait jusqu'à la mairie de la ville du jour où on rencontrait le maire ou un de ses représentants. Et on expliquait pourquoi on marchait et on expliquait la myasthénie aussi. Puis on allait manger vers 14h30, 15h avec ces personnes représentantes. Et ensuite, on avait un quartier libre jusqu'à 21h, donc on en profitait pour faire la sieste et les visites de la ville où on était.
On dînait tous à 21 h, on recevait les consignes pour le lendemain et on allait se coucher vers 23 h. On avait un compte WhatsApp où on nous envoyait toutes les consignes chaque jour dans notre langue. Très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on voit ici? Comment ça se déroulait le matin et qu'est-ce que vous étiez amené à faire? Donc on se levait à 6 h le matin, petit déjeuner. Il fallait mettre les bagages dans le bus et on faisait chaque jour une photo de groupe devant le bus ou devant l'hôtel, ainsi qu'une petite préparation physique de 5 à 10 minutes pour faire des étirements et des échauffements pour bien démarrer la marche. Très La bien. consigne était de faire les 5 premiers kilomètres au moins et d'avoir le sac à dos avec de quoi manger, boire et barres protéinées. Si on pouvait D'accord. plus si on pouvait plus avancer, un bus nous suivait sur la route et s'arrêtait tous les 5 kilomètres. On pouvait le prendre pour se reposer un peu et redescendre plus loin et marcher un peu. D'accord. Et toi, du coup, est-ce que tu as eu besoin de prendre le bus? Alors moi, oui, le troisième jour, parce que c'était 19 kilomètres et les 3 derniers kilomètres, j'ai pas pu, parce que j'avais très mal au genou et non à cause de la myasthénie. Et il fallait monter pour aller au village, 3 kilomètres à monter et le village de Arsoua était tout à fait en haut. Voilà. D'accord. Et d'une manière générale, donc comment ça se déroulait la marche? Est-ce que vous avez eu beau temps? Parce que c'est vrai que quand on te voit sur la photo, là, il n'a pas l'air de faire très beau. Donc comment ça se passait? Alors, on partait, il faisait à peine jour et parfois même du brouillard, mais ensuite il y avait du beau temps et sauf les 2 derniers jours, ça a été très difficile. C'était 2 fois 10 kilomètres et il y avait beaucoup de vent et de pluie et c'était assez pénible. D'accord. Mais du coup, est-ce que vous faisiez beaucoup de pauses quand vous marchiez? Parce que ça paraît pas mal, hein, quand même, 5-6 heures de marche. Alors la marche, elle était assez tranquille, on s'attendait toujours. On faisait des pauses café, pipi et manger aussi, voilà. Mais moi, ça me paraissait pas du tout long. On discutait, on traversait des jolis petits villages et des églises et on devait faire tamponner notre crédential dans ces églises ou ces petits villages. D'accord. Donc on arrive un petit peu à la fin du voyage. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur cette photo, sur Alors, cette diapo? à droite, vous avez la photo du groupe au départ de chaque matin avec les t-shirts verts. Ensuite, il y a le groupe des Européennes avec les t-shirts bleu marine. Et donc, on est 5 Européennes, il y a 3 Espagnols. Et c'est des malades, hein. On est toutes des malades là. D'accord. Alors, ensuite, ouais. Donc tu parles des t-shirts. Là, c'est important cette histoire de t-shirt ou pas? Oui. Alors oui, c'était des t-shirts différents, il y en avait 4 et il y avait des sponsors dessus. Donc c'était un laboratoire, l'association espagnole AMES, l'hôpital de Santiago et une banque européenne. Et grâce à ces sponsors, tout a été pris en charge. Je n'ai eu qu'à payer le voyage aller-retour de Toulouse à Santiago. D'accord. Et alors, donc, du coup, quand vous êtes arrivé, il y avait quelque chose de particulier à l'hôpital, je crois, c'est ça? Oui, le lendemain, on avait rendez-vous à l'hôpital avec une conférence sur le mouvement et la myasthénie. Il y avait des neurologues, des kinés, il y avait des malades qui étaient hospitalisés dans l'hôpital et tout notre groupe et d'autres personnes. Et on nous a parlé donc du mouvement et de la myasthénie, mais aussi on nous a présenté pour l'après-midi un concert de musique. Et Et donc, c'est un neurologue qui, depuis 3 ans, travaille là-dessus et il dit que la musique améliore le génome humain. Donc, c'est une expérience qui fait depuis plusieurs années, Une justement expérience scientifique et médicale. D'accord. Alors, est-ce que tu peux parler vraiment
globalement des difficultés que les personnes ont pu rencontrer avec la myasthénie ou sans la myasthénie, puisque tu n'étais pas toute seule. Comment ça s'est passé finalement? Alors, ce qui a été difficile pour moi, je parle d'abord, c'est de m'adapter aux heures des repas espagnols. Et ça, pour moi, ça a été le premier jour, ça a été j'ai fait une hypoglycémie, mais après j'ai toujours prévu, donc ça s'est plus jamais reproduit après. Après, je me suis fait un peu au rythme. Moi, ce qui personne n'a eu des gros problèmes, personne n'a eu mal aux pieds. Il y avait une très bonne organisation, un très bon encadrement. Heu, on s'aidait, on s'attendait, on avait vu que tout était programmé, réservé à l'avance, donc nous, on était en pleine confiance, on n'a pas eu de problème du tout d'organisation, quoi. C'était vraiment formidable. Concernant la myasthénie, chacun prenait son médicament et à tour de rôle et on a même fait une chanson sur un air de cha-cha-cha sur le traitement qui était pour nous une richesse et bon pour marcher et qui nous rendait joyeux. Ah, très bien, très bien. Et Et du coup, chacun sait. ouais, excuse-moi, tu avais beaucoup d'appréhension avant de démarrer et est-ce que du coup, finalement, tu m'as l'air d'en avoir été satisfaite. Et du coup, donc quel bénéfice tu en as tiré depuis maintenant? Oui, j'ai oublié de dire quand même que chacun s'était exprimé le dernier jour, on avait fait un petit bilan et tout le monde avait trouvé moins dur que ce qu'ils avaient pensé, déjà. Et c'est vrai qu'il y avait une émulation dans le groupe et je pense que ça a été très motivant pour nous. Alors, tout le monde en plus avait goûté aux beaux paysages. On était tous étonnés et contents et même fiers de l'avoir fait. Cela nous a beaucoup rassurés. Moi, en premier, après ça, je me suis sentie vraiment envie de pouvoir continuer à marcher. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans. Je marche 1 à 2 heures tous les jours et j'ai l'impression que j'ai un peu plus d'assurance et et moi je trouve que ça m'aide physiquement à aller mieux. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Oui, hier, on nous a posé une question, Charlotte t'a posé une question, la barrière de la langue, est-ce que ça t'a gêné? Je trouve que c'est Alors intéressant. non, pas du tout, parce que, on nous a envoyé les messages sur le groupe WhatsApp les 5 européennes, chacun dans leur langue. Donc, moi, je comprenais l'espagnol, donc ça allait, mais au cas où on n'avait pas compris, on avait tout dans notre langue, donc c'était très facile. Bah, je te remercie. Alors, Pierre, Simone, Charlotte, je sais pas, est-ce qu'il y a des petites questions ou pas? Sinon, voilà, on peut peut-être. Juste un premier commentaire qui est arrivé. Bravo pour cette expérience. Voilà, Bon, c'est bah, bien fait. c'est vrai que c'est surtout que, enfin, on le sait tous, mais avec la myasthénie, souvent, voilà, ça peut être, il peut y avoir des craintes. Donc, c'est vraiment bien d'avoir tenté ça. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, bah, Simone donc, va maintenant faire sa présentation. Donc là, c'est la voie scientifique, on va dire. Et il y a une question, il y avait-il beaucoup de dénivelé? Ah, Maïté, peux-tu répondre? Est-ce qu'il y avait beaucoup de dénivelé? Ah, il faut que tu remettes ton micro. Oui, parce que je sais aussi dans les questions en amont, il y a eu des questions, une question qui a été posée pour savoir quel était le meilleur moment Non, et le aussi s'il y avait des portions qui étaient idéales. Et je pense que l'association justement espagnole a dû beaucoup réfléchir parce qu'elle le fait tous les ans à peu près au même endroit. Alors vas-y, je te laisse ah non, répondre. Ouais. c'est toujours fait au même endroit et toujours la dernière semaine de septembre, parce que c'est la plus douce et avant c'est trop chaud, après c'est trop froid, après il pleut trop, voilà. Voilà. Ensuite, les dénivelés, il y avait que là où moi j'ai arrêté parce que ça montait vraiment au village. Et D'accord. autrement, c'était des petites côtes, des petites descentes, mais
c'est vrai que les 19 km, il y avait beaucoup de côtes et de descentes. Là, oui, c'est vrai que c'était un peu plus pénible, hein. Mais autrement, c'est assez plat, hein. C'est le seul jour, quoi, hein, où ça a été un petit Oui. peu difficile, c'est ça. Mhm. Mais c'était, je pense, effectivement très sécurisant puisque vous aviez le bus qui vous prenait, qui vous redéposait éventuellement. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez, ça Mm. peut mettre en confiance. Bon, bah, je te laisse la parole, Simone. Ok, j'y vais. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'ai un petit accent. Je vais essayer de parler clairement. Et vous avez les diapos, les textes devant vous aussi. Merci Annie pour le rappel. C'est vrai que oui, c'est bien la semaine du muscle qui a démarré hier, qui est fêtée chez moi où je travaille, l'Institut de myologie. Donc, il y a plein d'animations cette semaine. Si jamais vous êtes sur Paris, il y a une journée porte ouverte à l'Institut. Vous pouvez vous inscrire, tout est gratuitement. Et vous pouvez voir les laboratoires et comment se passe un peu la recherche, les muscles, les biopsies, les choses comme ça. Donc, il y a un site, lemuscle.fr. Voilà, donc moi j'ai une double casquette. C'est cette semaine, ça a commencé hier et les journées portes ouvertes, c'est samedi. On peut en parler à la fin. Du coup, je suis kinésithérapeute et je suis aussi chercheuse. Donc, j'utilise mes connaissances en kinésithérapie et puis j'essaie d'intégrer ça dans mes recherches et je m'intéresse beaucoup à la perspective du patient et c'est pour ça que je travaille beaucoup en collaboration avec les deux associations myasthénie qui sont ici présentes ce soir. Donc, juste pour vous donner quelques définitions de terminologie, parce qu'on en parle beaucoup de certains termes et je pense que c'est intéressant parfois de comprendre les différences, les nuances. Quand on parle d'activité physique, il s'agit de tout mouvement du corps qui est produit par les muscles qui entraîne une dépense d'énergie. Donc, ça peut être de marcher dans la rue pour prendre le transport, pour aller au travail, pour faire le ménage, de jardiner, faire les courses ou faire la vaisselle. Quand on parle de l'exercice physique, c'est plutôt une activité physique qui est structurée, planifiée, répétitive, volontaire, active. Il faut toujours que ce soit active, qui a pour but d'améliorer ou de maintenir la condition physique et ou la santé. Donc, ça peut être n'importe quoi, faire un footing, nager, participer à un cours de sport, tout avec le but de vouloir améliorer ou maintenir votre condition physique. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir, de connaître le contraire. Quand on n'est pas actif, on est plutôt sédentaire. Donc ça, on parle de la sédentarité, c'est quand vous êtes éveillé, mais dans une position assise ou allongée. Donc moi, là maintenant, moi je suis complètement sédentaire, je parle avec vous, mais je suis assise et donc je suis sédentaire. Quand on dort, on parle de sommeil, on parle de la nuit, enfin le sommeil, mais c'est pas la sédentarité, heureusement, parce qu'enfin on dort, mais c'est dans le temps éveillé. Alors, parlons d'exercice, on est là pour ça. Alors, moi, j'appelle ça un médicament magique parce que vraiment, ça a tellement d'effets tout en même temps. En fait, évidemment, il y a des effets physiques de l'exercice. Ça diminue la mortalité, le risque de plusieurs maladies chroniques en même temps, donc le cancer, le diabète, des maladies cardiovasculaires. Avec l'exercice physique, on peut maintenir ou augmenter des capacités fonctionnelles, la force, la condition physique, la capacité aérobie. En même temps, ça nous donne les améliorations au niveau psychologique. Ça diminue l'anxiété, la dépression, le stress, la douleur. Ça améliore le sommeil, l'estime du soi et la confiance en soi, ce qui est assez important dans la myasthénie. Ça aussi c'est important pour la participation sociale et l'insertion sociale, créer les liens avec des personnes, ça permet de sortir, peut-être ça va encourager des personnes de sortir dehors, d'être dans les groupes, de vraiment avoir des connexions, liens sociaux qui est vraiment important. Et c'est vraiment un cercle vertueux où l'un augmente l'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment un médicament magique. Et on peut faire ça tout au long de notre vie.
Alors, dans la myasthénie, l'exercice longtemps était assez enfin, les médecins disaient qu'il ne fallait pas faire de l'exercice et il fallait plutôt se reposer. Alors, ce dogme a complètement évolué et aujourd'hui, même si je sais que c'est frustrant, mais il n'y a pas aujourd'hui des recommandations spécifiques qui sont publiées. Alors, dans le nouveau PNDS qui va être publié prochainement, c'est le protocole national des diagnostics et soins, il y a tout un PNDS qui a été mis à jour sur la myasthénie. Il y aura un chapitre sur l'exercice, mais ça ne va pas vous donner une recette précise pour chacun et chacune d'entre vous. Mais malgré ça, aujourd'hui, il est tout à fait accepté et montré que l'exercice est complètement sans danger dans une myasthénie qui est équilibrée. Mais il faut juste prendre quelques précautions, voilà, en pratique progressive et pas d'un seul coup, et je vais en parler. Mais sachez que on vient de loin, mais on y arrive et tant mieux. Alors, l'exercice est assez complexe. Les médicaments pharmacologiques, finalement, sont plus simples. Il y a une posologie, on le prend et voilà, c'est tout. Tandis que l'exercice, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Donc, combien de temps on fait l'exercice, la durée, la fréquence. Est-ce que c'est tout le jour, quelques fois par semaine? Ah mince, excusez-moi. Mince, je suis désolée. Ouais. Je vois dans le chat. Peut-être en coupant ton son, pardon, pas ton son, ta caméra peut-être. Ça va? Ouais, c'est vrai que ça saute beaucoup, hein, effectivement. Ah mince. Désactive ta caméra, dans ces cas-là, ça sera peut-être le plus tu simple. désactives ta caméra. Ouais, je coupe la caméra. Oui, oui, Ouais, oui. ok. Je Ouais, on sais ça. reprendra après. Ensuite, le type d'exercice, est-ce que c'est la force, en résistance, en aérobie? Est-ce que c'est combiné les deux? C'est mixte? Quelle partie du corps est impliquée? Les bras, les jambes, le corps entier? Quelle intensité pratiquée? Est-ce que c'est une intensité faible, modérée, élevée? Alors, est-ce que c'est un programme d'exercice qui est individualisé pour une personne ou est-ce que c'est un programme type qui peut être fait par plusieurs personnes? Est-ce que l'exercice est supervisé par un coach, un thérapeute, ou est-ce que vous le faites de vous-même, c'est autodirigé? Est-ce qu'au niveau social, vous le faites, c'est en groupe ou vous faites l'exercice seul? Au niveau de l'environnement, ça aussi peut changer certaines choses. Est-ce que c'est dehors, dans un parc? Est-ce que c'est à l'hôpital, dans une salle de sport, chez vous? Donc, beaucoup de paramètres. Alors, dans la littérature scientifique, alors, les premières publications sur l'exercice et la myasthénie, ça a apparu en 93 et depuis, ça a fait que augmenter. Alors, mon petit schéma s'arrête en 2021, mais depuis, il y en a plusieurs études qui ont été publiées. Alors, il y a quelques études de cas où c'est une seule personne. Et après, il y a des études où on a testé des différents types de programmes d'exercice. Et je vous ai mis un peu de commentaires. Chaque fois, c'est un peu des programmes d'exercice un peu différents, avec une intensité qui est variable, avec les durées et fréquences de séance qui est variable. Et c'est toujours dans une myasthénie qui est stabilisée, équilibrée, et à une sévérité légère à modérée. On inclut rarement, ou jamais d'ailleurs, des personnes avec une myasthénie sévère dans une protocole d'exercice et ni quelqu'un qui n'est pas équilibré, parce que ça, c'est une précaution qu'on prend. Et pour l'instant, on n'en voit pas d'intérêt d'inclure quelqu'un qui n'est pas équilibré et qui a une myasthénie sévère. Donc, juste sachez que voilà, ces études incluent ce genre de population. Alors, dans toutes ces études, pour l'instant, ce qu'on a trouvé, c'est que l'exercice est bien toléré, c'est sans danger, c'est réalisable, donc c'est faisable. Il y a des améliorations de force dans les membres inférieurs, amélioration de capacité de marche, amélioration de la fonction dans les activités de la vie quotidienne, meilleur équilibre, moins de perception de la fatigue, meilleure confiance en soi. Aujourd'hui, il y a une grande étude qui est en cours qui intègre vraiment la fatigue comme facteur dans l'exercice physique pour voir si ça améliore cette fatigue. Je sais que c'est un gros questionnement pour beaucoup parmi vous.
et en sachant que même si on n'a pas directement étudié la mobilité, mortalité, participation dans les études scientifiques sur l'excise et la myasthénie, évidemment, vous récupérez les mêmes bienfaits de l'excise de la population générale. Alors, moi, je vous parle rapidement juste d'une étude qui était faite il y a quelques années ici en France, qui était l'étude que j'avais faite pour mon doctorat. Et donc, ça s'appelait l'étude MGEX. Et juste pour vous dire que je vous montre les séances qu'ils ont fait, les participants, et je vous remercie tous les participants qui ont participé. En fait, c'était un programme d'entraînement. Donc, il y avait quelques mois avant que les personnes ils ont démarré l'activité physique. Il y avait 2 groupes dans cette étude. La moitié des groupes, ils ont continué leur vie habituelle sans changement. Et il y avait une groupe qui a fait un programme d'exercice par rameur chez eux. Donc, vous voyez ce gros rameur en photo là. Donc, ça a été livré chez eux. Ils ont fait ça pendant 3 mois chez eux, toutes les semaines. Je vais vous montrer par la suite. Et après, il y avait un suivi régulier pour voir comment ils allaient. Donc, le programme d'exercice chez eux, c'était 3 fois par semaine. Chaque séance était 40 minutes. Et ça a duré 12 semaines. Et donc, ils avaient ce petit ceinture cardiaque qui mesurait la fréquence cardiaque et ils s'adaptaient à leur programme. Donc, je sais qu'il y en a parmi sur le groupe là qui ont participé. Alors, il y avait des gens qui n'ont jamais fait de l'exercice ou qui n'ont pas fait comme ça et qui n'ont jamais mesuré leur fréquence cardiaque. C'était un petit défi au début, mais tout le monde a vraiment bien géré, bien intégré le programme, bien s'adapter et c'était progressif et c'était extrêmement, c'est une expérience incroyable pour moi et je pense pour les personnes ayant participé. Encadré, donc il y avait un message, il y avait un marché à leur domicile qui est assez intéressant. Je ne vous donne pas tous les résultats parce que déjà, je vous ai noté tout à l'heure certains résultats de cette étude parmi les autres études, mais je pense que c'est une question qui est récurrente à juste titre hein, pour vous. Est-ce que si je fais trop, ça va provoquer une exacerbation de ma myasthénie, une poussée? Et dans cette étude-là, il y avait donc l'étude a duré 9 mois. Donc, il y avait 2 personnes qui étaient hospitalisées pour une poussée, mais c'était des personnes qui n'étaient pas dans le groupe exercice. Et pareil, pour ceux qui ont fait des poussées, donc il y avait 5 personnes qui ont fait des poussées sans être à l'hôpital. Et pareil, ils étaient dans le groupe témoin. Donc, on peut imaginer qu'il y avait un petit effet de protection de l'exercice, une protection pour les poussées. Ça, on peut pas, c'est une hypothèse, on peut pas tellement, comme on dit, confirmer avec cette étude, mais ça mérite d'être vu plus tard avec d'autres études. Mais pour vous dire que, en fait, vous savez tous que il est possible d'avoir une poussée myasthénique, mais moi, on n'a pas eu l'expérience et dans toutes les études, on n'a pas de preuves comme quoi l'exercice peut mener à une poussée myasthénique. Évidemment, il y a des précautions à prendre, être équilibré, écouter soi-même, voilà. Mais juste pour vous rassurer de ça. Ensuite, on a aussi regardé l'activité physique qui a été faite dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des personnes qui ont porté un accéléromètre dans le dos que vous voyez dans l'image. Et on a regardé est-ce que la quantité et l'intensité de l'activité physique étaient corrélées avec la sévérité des symptômes de la myasthénie. Et on a vu que c'était pas du tout corrélé. Donc, certaines personnes faisaient beaucoup d'activité physique, mais ils avaient des symptômes assez sévères et d'autres qui faisaient peu, mais qui n'avaient pas de symptômes. Donc, on s'est dit, alors, comment expliquer le fait qu'il n'y avait pas de lien avec les symptômes de la myasthénie? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi les gens ne font pas de l'exercice? Alors, évidemment, il y en a, mais on voulait avoir quelques pistes pour essayer de répondre à des questions et des besoins des personnes. Et du coup, on s'est lancé une autre étude en collaboration avec le groupe d'intérêt de l'AFM Téléthon, avec Annie qui est ici ce soir. Et on voulait essayer d'explorer de la part des patients eux-mêmes,
quels sont les facteurs qui peuvent peut-être empêcher ou motivent davantage la pratique de l'exercice dans la myasthénie? Donc, on avait fait une enquête en ligne qui s'appelle MiaX. Alors, vous avez peut-être aussi répondu et je vous remercie à tous les participants. On a pu inclure 455 personnes à toute région de France a été inclus. Donc, ça, c'était super. Et on a posé les questions, est-ce que vous pratiquez l'exercice physique ou pas? Et donc, ensuite, on a divisé cette groupe en deux. Donc, ceux qui pratiquaient et ceux qui pratiquaient pas. Et c'était assez équilibré, moitié-moitié. Vous voyez plus les images? Est-ce que tout le monde voit les images? Ensuite, quand on Oui, c'est bon, hein. regarde, Oui, on voit tout. OK. Quand on regarde les symptômes entre les deux groupes, donc vous voyez, en bleu marine, c'est les personnes qui ne font pas l'exercice. Donc, c'était assez équilibré, je vous dis. Et les personnes qui font l'exercice, en fait, les symptômes rapportés, pas tout le monde, étaient assez similaires entre les deux groupes, sauf pour les symptômes respiratoires. Donc, les personnes qui font pas l'exercice actuellement, ils rapportaient plus de symptômes au niveau, c'était plus souvent des symptômes respiratoires que ceux qui font l'exercice. Sinon, c'était comparable. Ensuite, moi, je vous donne juste quelques détails de cette étude parce qu'il y a beaucoup de données et voilà, on peut en parler une autre fois. Pour les personnes qui font l'exercice, on a constaté qu'ils étaient plus satisfaits de leur état actuel. Ils avaient moins d'impact de la myasthénie sur les activités quotidiennes. Ils ont une meilleure qualité de vie. Ils sont moins fatigués. Ils rapportent une maladie plus stable avec moins de fluctuations. Ils ont une capacité et durée de marche plus élevée. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est l'exercice qui a fait ça, mais ça peut aussi dire que le fait qu'ils sont peut-être mieux, ils peuvent faire l'exercice, ça, on ne peut pas savoir, mais juste pour vous donner quelques informations de ce groupe. Et à l'inverse, les gens qui ne font pas l'exercice actuellement, on s'intéressait à pourquoi ils ne le font pas. Et 2 tiers, ils ont arrêté l'exercice depuis les diagnostics. Donc, c'était des personnes qui faisaient l'exercice avant, mais ils ont dû arrêter. Parmi eux, 2 tiers, ils ont dû arrêter ou ils ont voulu arrêter. On n'a pas des raisons précises. Par contre, 2 tiers, ils souhaitent faire de l'exercice, mais la moitié, ils ont peur de faire de l'exercice. Quand on interrogeait par rapport au frein, à la pratique de l'exercice. Là, vous voyez, c'est les mêmes codes couleurs. Donc, en bleu marine, c'est les gens qui ne font pas l'exercice. Donc, en premier, en tout cas, pour les deux groupes, le frein principal à la pratique de l'exercice physique, c'est la santé et les symptômes de la myasthénie. Ensuite, pour ceux qui ne font pas l'exercice, c'est une manque d'encadrement spécialisé. Ensuite, c'est cette peur des conséquences de l'exercice sur la maladie et ou les symptômes, et aussi le manque de connaissances sur l'exercice. Donc tout ça, c'est vrai, on avait un peu soupçonné, mais c'est intéressant de voir à quel point c'est des barrières importantes pour des personnes. Il y a un peu de manque de motivation, voilà. Pour ceux qui font l'exercice, la météo, ça compte, c'est important. Et quand on regarde quels sont les facteurs qui pourraient faciliter la pratique de l'exercice physique, on voit tout de suite cet encadrement spécialisé en premier pour ceux qui ne font pas l'exercice aujourd'hui et aussi l'amélioration de la santé ou les symptômes myasthéniques, ça peut favoriser la pratique de l'activité physique. Et ça, c'est pour les deux groupes. Donc ça serait un cercle vertueux. Si vous pouvez faire l'exercice, après ça s'améliore, ça vous aiderait à encore faire davantage. Ensuite, on voit la même chose, avoir des connaissances sur l'exercice. Ça aiderait pour presque la moitié des groupes qui ne font pas de l'exercice. Certains, ils souhaiteraient d'être accompagnés de quelqu'un, d'être en groupe. Voilà. Donc, quelques points que moi j'ai retenus un peu. Il y a beaucoup d'autres données et l'étude sera publiée prochainement avec tous les détails. C'est que depuis le diagnostic de la myasthénie, il y avait vraiment une réduction ou l'arrêt total de la pratique de l'exercice de la part des personnes aujourd'hui qui font plus de l'exercice.
Mais par contre, il y a un fort désir de pratiquer l'exercice, mais il y a une peur qui est très présente et du coup qu'il faut essayer d'adresser. Nous, on essaie de trouver des pistes pour vous aider, pour vous accompagner au mieux. Euh, ce qu'on a vu aussi, parce qu'on a demandé un peu comment c'est abordé avec vos professionnels de santé, avec les médecins, les gens qui vous suivent pour la myasthénie. Pour la moitié des participants, l'exercice n'a pas du tout été abordé en consultation. Et on sait que juste le fait d'en parler dans une consultation, ça peut aider les gens à s'y mettre ou à pratiquer, parce que c'est important souvent d'avoir l'aval de votre soignant, c'est sûr. Ça vous donne plus de confiance parfois. Donc, moi, quelques pistes aujourd'hui, ça serait vraiment de discuter avec votre médecin ou votre professionnel de santé, essayer de récupérer des ressources pour avoir de l'information et encadrement avec quelqu'un, avoir un programme individualisé, ça pourrait vraiment aider. Et on a eu quelques questions. Comment on fait si le kiné n'est pas spécialiste, ne connaît pas la myasthénie, ne connaît pas la maladie? Et c'est une question qui est récurrente souvent. Alors, ce que moi, j'ai retenu avec l'expérience que j'ai avec beaucoup de personnes, c'est que les kinés, le professionnel de santé n'a pas forcément besoin d'être spécialiste de la myasthénie, mais ils ont besoin de pouvoir élaborer un programme qui est spécifique pour vous, avec tout vous n'êtes pas que myasthénique, vous êtes qui vous êtes, avec l'âge que vous avez, avec la capacité que vous avez, avec d'autres comorbidités peut-être, avec un passé de sportif ou non sportif. Et du coup, la personne a besoin de prendre en compte qui vous êtes en entier et vous aider dans cette démarche-là. Et vous êtes tellement, vous pouvez partager vos connaissances de la myasthénie, vos connaissances de vous-même avec la personne. Et si ça ne matche pas, il faut changer de professionnel de santé. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, faire appel à moi, aux associations sur la myasthénie, au kiné conseil de l'AFM pour l'aide. Moi, j'ai déjà eu des kinés par téléphone pour discuter. Parfois, c'est juste une question de confiance de leur part pour pouvoir se lancer. J'ai presque fini, je pense que j'ai un dernier diapo. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis quelques conseils pratiques. C'est vraiment important d'être progressif. Ça, c'est pour tout le monde, pour la durée, l'intensité, vraiment pour voir comment vous répondez à cette nouvelle stimulation. C'est normal d'avoir une fatigue après un exercice, après le début. Donc, allez petit à petit. Au niveau, quel est le meilleur exercice à faire? Alors, ça, c'est vraiment au niveau plaisir. Voilà, il y a tout. J'ai noté quelques idées, mais tout est possible selon vos goûts, vos envies. Ce que vous aimez, vous testez, vous changez. Voilà, est-ce que vous préférez d'être en groupe ou être seul? Essayez d'être régulier quand même, au lieu de faire beaucoup d'un coup et rien après. Variez peut-être les exercices aussi, surtout si vous avez vos symptômes sont au niveau bras, peut-être faire les jambes plus et moins le bras, voir comment vous êtes vous-même. Alors, quand même, les recommandations de l'OMS, il faut combiner quand même une activité cardiovasculaire et renforcement musculaire. Et moi, je pense que c'est important pour vous aussi bien parce que beaucoup d'entre vous, vous avez eu quand même des corticoïdes. C'est bien aussi de stimuler les os aussi avec le renforcement musculaire. Mais le cardiovasculaire, c'est toujours bien pour le cœur. Être à l'écoute de vous-même, surveiller vos symptômes, il faut quand même continuer à vivre, mener votre vie de tous les jours. Donc, il faut pas faire trop que vous puissiez plus rien faire le lendemain. Ça, c'est sûr. Et ça, vous allez voir en fonction de vous et votre pratique. Mais c'est possible aussi d'avoir une mauvaise journée. Ça arrive à tout le monde. Et après, à ce moment-là, peut-être vous dites, je vais faire mon sport demain. Si à minima, essayez de réduire la sédentarité. Donc, marcher un peu, ou pas que marcher, mais faire un peu, souvent, au lieu de faire trop d'un coup. Voilà, je pense que je vais passer le relais parce que je parle trop et je vais essayer de regarder vos questions dans le chat aussi. Merci à vous. Oui. Alors justement, Merci. Simone, Oui. avant que Oui. tu t'arrêtes, Oui. on a en fait une question enfin, deux questions qui sont regroupées dans une seule. Est-ce qu'il y a un peu Oui. d'information pour les kinésithérapeutes? Quand les kinés ne savent pas, à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Est-ce que tu peux nous donner une information Alors, par rapport à je- ça? justement, moi, je voulais intervenir par rapport à ça parce que, en fait, vous ne rentrerez pas en contact directement avec les kinés de l'AFM. Par contre,
dites à vos kinés de rentrer en contact avec les kinés de l'AFM, parce qu'il y a trop de patients, évidemment, pas uniquement myasthéniques, mais par contre, les kinés conseils de l'AFM peuvent discuter avec vos kinés par rapport aux activités qui sont recommandées. D'ailleurs, actuellement, il y a une grosse étude qui est en cours en direction des kinés, d'ailleurs, de ville, et derrière qui connaissent peu de choses sur les maladies neuromusculaires. Donc, il faut vraiment dialoguer. Je voulais juste continuer sur un autre point, sur une des questions qui avait été posée d'une personne qui fait du sport 5 fois par semaine, avec sport en salle et autres, des petites haltères. Et au long cours, cette personne a constaté effectivement qu'elle pouvait avoir une décompensation myasthénique. Alors, Simone, tu l'as un petit peu dit, mais en fait, à moins de ne plus avoir du tout de symptômes et plus de traitement, effectivement, il faut écouter son corps et ne pas vouloir battre absolument des records. Voilà, je pense qu'il faut quand même être un petit peu raisonnable. Alors, 5 fois par semaine, ça peut être suffisant, mais peut-être une demi-heure ou voilà. Et je pense que la personne, d'ailleurs, a tout de suite identifié qu'elle avait pu avoir une petite poussée myasthénique parce qu'elle en faisait beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il faut être prudent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simone. Oui, mais il faut être prudent, oui, toujours. Enfin, je dis, Faut doser l'effort, quoi, en fait. il faut doser, mais après, progressivement, en fonction de comment votre corps est, j'ai pas vu les questions pour pouvoir répondre exactement. Oui, Mais juste, j'ai ajouté, il y avait un commentaire, à part, et c'est vrai, j'ai oublié de le noter, à part les enseignants d'activité physique adaptée, très, très bien. C'est juste, il y a un petit bémol sur le remboursement, mais si peut-être dans votre région, c'est possible, mais vraiment super. Et aussi, et pareil, n'hésitez pas à les mettre en relation avec quelqu'un pour les conseils s'ils ont besoin. Aussi, les maisons de sport santé aussi, ça peut être bien aussi. Et souvent, c'est le début qui est le plus difficile. Et je pense que Maïté, c'était intéressant ce qu'elle avait dit parce que la plupart, ils avaient peur que ça serait plus dur ce que c'était. Et en fait, c'est en faisant que vous vous rendez compte de quoi vous êtes capable. Et c'est vraiment le début qui est vraiment très, très difficile. Et c'est pour ça, je vous conseille vraiment d'être accompagné pour les débuts. Mais peut-être petit à petit, vous allez voir que finalement, vous pouvez continuer certaines choses seul ou toujours être accompagné. Il n'y a aucun souci d'être accompagné, hein. Et je voudrais juste démystifier quelque chose. Une personne a demandé si les muscles s'atrophiaient plus vite quand on a une myasthénie. Donc vraiment, il faudrait dire que dans la myasthénie, ce ne sont pas les muscles qui sont touchés, c'est au niveau de la jonction neuromusculaire. Par contre, si on ne bouge pas, les muscles, effectivement, peuvent s'atrophier. Est-ce que tu peux dire quelque chose, Simone, là-dessus? Oui, tout à fait. C'est Ouais. vrai que oui, enfin, il y a très longtemps, quand le myasthénie n'a pas été traité, parfois Oui. on voyait une atrophie des muscles parce que Oui. les jonctions, justement, comme c'est la jonction, si le message n'est pas passé aux muscles, on voyait une atrophie. Aujourd'hui, vraiment, on peut pas dire qu'on voit ça. Mais quand même, chez tout le monde, au bout d'un moment, on peut être en masse musculaire. Voilà, avec le temps, c'est la sarcopénie. On vieillit tous. Donc, il faut s'entretenir, il faut s'entretenir. Oui, il n'y a aucun argument pour dire que ça atrophie plus vite. Mais évidemment, si vous êtes déconditionné, si vous stimulez pas, ils vont pas rester là tout seuls. Très bien. On va passer peut-être la parole maintenant à Charlotte et à Pierre. Donc, je vous laisse la parole à tous les deux. Je te laisse enlever ta présentation. Oui. Oui, il faut couper ton écran, Simone. Il y a juste une petite question, le dernier. Ah, Une activité oui, physique vas-y. répétée chaque jour sur le long cours peut entraîner une décompensation de la myasthénie? C'est ça? Oui, c'est Non, la je question qui dirais. a été posée. Oui, oui, c'est la question qui a Ah, été posée. Point d'interrogation. oui, non, 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 non. Il y a aucune preuve dans la littérature et moi, j'ai pas du tout de preuve, enfin, dans mon milieu scientifique, médical, enfin, on voit pas une décompensation, ça peut exister, mais la cause n'est pas l'exercice. C'est souvent les infections, le stress, comme vous savez. Après, évidemment, si vous sentez moins bien, ben, si vous n'êtes pas équilibré, voilà, il faut peut-être doser comme il faut l'exercice. Si vous n'arrivez pas à vous faire vos activités quotidiennes, vous n'êtes pas en état d'ajouter. Donc, il ne faut pas surajouter, il ne faut pas vous surmener non plus, hein. Il faut avoir du bon sens, voilà.
Bien, Merci. bah, écoute, merci Simone pour toute cette présentation riche, longue et très intéressante. Merci. Bien, bah, nous, donc, on va passer maintenant à la suite. Donc, Charlotte, pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis maman de 2 enfants, donc de 10 et 3 ans, et je suis amyasthénique depuis 7 ans. Ok. Alors, petite première question, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de se remettre en mouvement malgré la myasthénie? Alors du coup, je vais vraiment parler donc tout du long pour moi, principalement surtout. Ce qui m'a donné envie donc du coup, déjà, mentalement de rester donc moi je travaille, on m'a mis à mi-temps thérapeutique, mais il fallait que je trouve quelque chose pour, pas rester chez moi à broyer du noir. Donc bah, il fallait quelqu'un pour s'occuper du chien et le sortir vu qu'il est tout jeune et du coup, ben, je me suis mise à marcher avec lui et en fait, j'adore ça, être dehors, donc c'est génial. Alors, quand on vit avec une maladie qui provoque fatigue, fluctuation et parfois un manque de confiance dans ses capacités physiques, se lancer un défi autour de la marche peut sembler impressionnant. Quelles ont été tes principales appréhensions au départ? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de stress au départ parce qu'il faut se lancer, il faut se montrer. Donc du coup, c'est vrai que je stressais un petit peu et donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Donc déjà, j'avais peur de pas réussir à faire ce que je voulais, de pas pouvoir aller, par exemple, jusqu'à ma boîte aux lettres et finalement, quand on se met en mouvement, ben, on arrive plus facilement que prévu et c'est vrai que maintenant, je ne pourrais pas m'en passer de marcher tous les jours. Très bien. Alors, tu nous as contacté pour le fameux projet Pas à Pas. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça t'est venu et pourquoi ce projet. Bien sûr, ça m'est venu. Donc tout simplement, donc je suis malade depuis 7 ans. Donc c'est vrai que quand on me voit, comme ça dans la rue ou aller chercher mes enfants et ben, on ne voit pas que je suis malade. Donc bien sûr, bah, maladie invisible, handicap invisible. Donc c'est vrai que au début, ça me contrariait pas parce que c'était plutôt facile. J'ai un exemple, c'est que mon fils est en école primaire, donc ils ont eu, une intervention avec une association de personnes, handicapées en fauteuil roulant. Ils ont pu faire du sport, donc du foot avec des fauteuils roulants et on leur expliquait les handicaps, en fauteuil roulant et mon fils expliquait que sa maman avait un handicap invisible, et que, bah, j'étais handicapée. On lui a dit que c'était un menteur. Donc je me suis dit qu'il était très contrarié et moi aussi finalement, parce que malgré l'invisibilité, ben, je suis malade, j'ai beaucoup de mal tous les jours. Donc ben, c'est venu de là. Il fallait que je trouve une solution pour qu'on sache que, ben, les maladies invisibles, ben, si, sont réelles. On souffre tous les jours. Donc je voulais trouver des solutions, je voulais faire quelque chose qui ait du sens pour moi et du coup, ben, en parler à mon entourage et justement, grâce à ça et grâce aux associations, on a réussi à faire bouger les choses. Alors, en particulier, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur les gens que tu as pu contacter avec ton club de marche, par exemple, et la manière de vous Bien sûr. organiser? Bien sûr. Donc j'ai contacté donc moi je suis dans une commune du Finistère qui s'appelle Plouédern. Donc j'ai contacté mon association, qui est de marche et de course dans ma commune, pour savoir un petit peu comment organiser, ben, une marche collective parce que moi je n'y connaissais pas du tout et je me suis rapprochée d'eux. On a pu voir un petit peu comment faire. Eux, pour eux, c'est également la première fois, mais ils connaissent les parcours dans notre commune, donc c'est plutôt, chouette. Il faut des autorisations avec la mairie, donc on a fait venir le télégramme, il y a beaucoup de choses autour. On a fait des réseaux sociaux également, donc avec ma sœur, donc ça s'appelle Pas Myasthénie qui, au fil des semaines, on met, des publications qui expliquent un petit peu tout ce qu'on prépare pour le 7 juin. Donc il y a beaucoup d'organisation et c'est vrai que, ben, on a beaucoup de soutien derrière, des 3 associations qui nous soutiennent tous les jours maintenant, donc c'est vrai que c'est super important. Donc du coup, on continue comme ça pour que le 7 juin, ben, tout se passe bien et puis l'événement est national, bien sûr. Et alors, il va se passer quoi le 7 juin? Alors le 7 juin à 10 heures, donc pour nous, bien sûr, pour nous, c'est à 10 heures parce que comme j'ai lancé ici, c'est à 10 heures, donc on se rejoint nous à Plouédern, pour aller marcher avec tous les gens qui souhaitent du secteur. Bien sûr, l'événement, donc comme je disais, est national, donc il y a une application qui a été créée, un événement pour qu'on puisse calculer tous les pas, pour qu'on rapporte tous les pas le soir à la myasthénie, qu'on fasse bouger les choses
qu'on entende parler de nous. Mais en termes de sécurité, pour les gens qui ne pourraient pas Alors, arriver, parce que j'ai cru comprendre que c'est un parcours relativement conséquent dans certains cas. Alors, comment est-ce que vous c'est traitez ce ça. problème-là? Alors, en fait, nous, on a fait donc sur mes capacités à moi. Donc, c'est un parcours de 7 kilomètres qui se fait entre route, bois, chemin. Donc il y a toujours la possibilité qu'une voiture vienne chercher une personne qui ne se sent pas bien et on a mis à disposition au milieu également donc du parcours un quad pour ramener en fait les personnes qui souhaitent pas finir pour les ramener, au point de départ et on met également un ravitaillement au milieu pour que les personnes puissent manger un petit bout, et boire aussi un petit peu d'eau avant de repartir pour finir la boucle. Alors, dans ta démarche, on sent qu'il n'est pas question de performance sportive, mais plutôt d'avancer à son propre rythme, si j'ai bien compris ton explication. Alors, Tout pourquoi à ce fait. message te paraît-il important? Alors, moi, c'est important que ça soit pas un défi sportif parce que déjà d'une, moi, je ne peux pas le faire. Donc, je voulais quelque chose que moi, j'arrive à faire également et et aussi que, ben, plusieurs personnes malades puissent le faire, avec moi et j'ai de la chance de pouvoir être accompagnée justement le 7 juin par quelques personnes. Donc, c'était important pour moi que ça soit de la marche, pas à pas, chacun à son rythme et qu'il y ait pas du tout de d'horaire à fixer, de fin, de temps de course, non, c'est vraiment chacun avance comme il le souhaite et avec ses capacités. Alors, si une personne atteinte de myasthénie hésite aujourd'hui à participer alors qu'elle doute de ses capacités, quel message aimerais-tu lui adresser? Alors, moi, je ne vais forcer personne, bien entendu. C'est juste que moi, par exemple, au début, j'avais également, des craintes, hein, de pas pouvoir réussir à rentrer, de devoir appeler quelqu'un pour me ramener chez moi et finalement de me mettre en mouvement, mais même juste 5 minutes, prendre l'air et marcher, eh ben, ça me fait vraiment du bien. Rien que pour le moral, déjà, c'est très important et bah, oui, de pas rester enfermée chez moi et c'est vrai que marcher et se mettre en mouvement, c'est vraiment très important. Moi, ça m'a permis justement de gagner, je pense en autonomie sur moi et également en confiance sur la maladie. Ouais, parce que Simone nous a un petit peu présenté là dans son étude tout à l'heure les bienfaits de l'activité Oui, physique. C'est quelque chose vraiment qui te paraît être le plus important à faire passer comme message? alors moi aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide moi. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire, bien entendu, mais c'est quelque chose qui m'aide vraiment parce que en fait, moi, plus je reste assise, plus je suis fatiguée et c'est très compliqué et si par exemple tout bête, la fête des mères dimanche, je suis restée assise toute la journée et ben, le soir, j'étais très, très fatiguée et j'avais mal partout. Alors que quand je marche au moins 1 heure par jour et ben, c'est un petit peu plus facile. Mais faut pas croire qu'au début, c'était facile, hein. J'avais des courbatures, j'avais mal partout, mais bon. Parfait, merci Charlotte. Peut-être Merci. simplement, pour conclure, si tu peux nous dire simplement, qu'est-ce que tu aimerais que les participants, les proches, les parents, les professionnels de santé, les professionnels retiennent de cette aventure collective pas à pas pour la myasthénie? Et ben, qui nous connaissent, surtout, qui nous soutiennent et puis qui soient là pour nous et puis que tout le monde comprenne que les handicaps invisibles existent vraiment. Bien, merci beaucoup Charlotte. L'heure Merci beaucoup. avance. Est-ce que tu as une ou deux questions, Annie, peut-être, qui ont été posées, que tu voudrais faire Euh, traiter? Non, Simone a été très performante. Elle a répondu au fur et à mesure de toutes les questions. Alors, sur l'histoire le fait que la marche soit organisée tous les ans, non, c'est la première année, hein. Charlotte nous avait contactés et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, on a bon espoir finalement, peut-être, pourquoi pas, de le refaire chaque année. Et puis que ça gagne d'autres régions de France. Donc, mais comme l'a très bien dit Charlotte, l'intérêt, c'est aussi de marcher, mais je suis un petit peu comme toi, Charlotte, c'est-à-dire que si je reste tout le temps assise, c'est beaucoup plus difficile et je suis perclue de douleur, alors que quand je marche, eh ben, finalement, je suis fatiguée, mais pour une bonne raison. Et ça, je pense que c'est important que les gens le sachent parce que souvent, moins on en fait, moins on a envie d'en faire et plus c'est difficile. Et Voilà. donc, c'est vraiment un message peut-être qui peut être passé. Et voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les uns les autres? Sinon, je vais conclure après. Si vous avez encore des Oui. choses à rajouter, peut-être, Simone, Maïté, Charlotte. Alors, Non. je crois Bien, que bah c'est... écoutez, on va donc conclure. De toute façon, il est l'heure. Vous voyez, donc 19h29, on n'est pas si mal que ça dans nos horaires. Ouais. Voilà, donc, alors, avant de nous quitter, donc, nous souhaitions
d'abord Oui. adresser un grand merci à Maïté et à Charlotte pour avoir participé et nous avoir partagé leurs expériences. Merci à Maïté pour ton témoignage, inspirant autour du Camino, qui nous rappelle que chaque parcours est unique, que l'important ce n'est pas la distance parcourue, mais le chemin accompli. Et là, bravo. Merci à toi, Charlotte, aussi d'avoir imaginé et porté ce défi pas à pas pour la myasthénie. Une belle initiative qui a permis de rassembler des patients, des proches, autour d'un projet positif et fédérateur. Enfin, nous remercions aussi l'ensemble de nos équipes, que ce soit l'équipe du groupe d'intérêt myasthénie AFM Téléthon ou celle de notre association Amis, qui ont travaillé ensemble pour faire vivre ce projet. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de travail de fait en amont qu'on ne voit pas. Cette belle collaboration illustre effectivement la capacité que nous pouvons accomplir ensemble lorsque nous travaillons et nous avançons pas à pas. Rendez-vous le 7 juin pour écrire la dernière page de cette aventure collective. J'ai hâte de connaître le nombre de pas que vous allez faire. Moi, je suis toujours un grand optimiste. Est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions? Bonne question. Bonne soirée à tous et merci pour votre présence. Nous étions plus de 60 aujourd'hui. Oui, 62, 64, je crois, au maximum. Oui, oui. Ben, merci à tous. Et puis, on refera, je pense, d'autres sessions. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au Bonne revoir. soirée à Bonne tous. Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.